Salut les amis, quel plaisir de vous retrouver. Ici votre humble serviteur, docteur Jean-Paul Mouka. Bienvenue à ce troisième numéro de notre Tour d'Afrique. Eh bien les amis, vous comprenez maintenant, cette plateforme est dédiée à un échange entre nous. On parle entre nous, entre Africains, entre passionnés de l'Afrique, entre personnes qui ne se sentent pas africaines mais qui quand même ont des intérêts en Afrique. Voilà où nous avons voulu créer cet espace pour essayer d'échanger. Nous couvrons et nous commentons, nous analysons, nous tentons en tout cas de le faire sur chaque semaine comme ça. Par exemple, cette semaine, nous couvrons l'actualité qui couvre à peu près du 30 janvier au 5 février 2022 sur tout ce qui est sur certains faits notables qui auront retenu notre attention dans l'actualité de transformation numérique, dans le commerce international et certaines entreprises qui inévitablement, entreprises et institutions, j'entends, qui inévitablement contribuent au rayonnement de ces secteurs sur le continent africain. Nous avons fait déjà 2 vidéos où nous avons parlé d'un certain nombre de sujets. Par exemple, nous sommes rendus en RDC pour parler registre des appareils mobiles. Je vous renvoie à cette vidéo, allez-y voir, allez-y essayer de comprendre, envoyez-nous vos commentaires, vos analyses si vous nous découvrez pour la première fois. Nous avons parlé par exemple de la plateforme e-impôt, cette plateforme de digitalisation de la collecte de la TVA en Côte d'Ivoire et bien d'autres sujets, chers amis. Et là, nous parlerons, ce module, il est plutôt focalisé un peu plus, on va dire, commerce international. Mais avant tout, et donc, pour annoncer ce qui arrive, il s'agira de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Nous allons discuter et égrener certaines perspectives et défis pour 2022. Nous parlerons de l'ANAPI qui fête ses 20 ans, l'Agence nationale de la promotion pour la promotion des investissements en RDC, qui fête ses 20 ans, important, nous allons en parler. Et nous terminerons par les travaux en grande pompe du port en eau profonde de Banana, infrastructure essentielle pour le désenclavement de l'Afrique centrale, désenclavement de la RDC. Restez avec nous, et on va y aller sans transition, mais tout de suite, avant de continuer, permettez-moi de vous glisser juste un petit bonus qui est plutôt tech que autre chose, plutôt transformation numérique, pour vous parler de Facebook, vous savez, ou si vous voulez Meta, la maison mère de Facebook, qui cette semaine, en tout cas dans les jours, dans la semaine écoulée, a annoncé qu'elle mettait définitivement fin à son projet de monnaie, à son projet de monnaie numérique. Donc on pouvait le voir, excellent papier dans African Manager. Facebook renonce à son projet de monnaie numérique. Vous vous souviendrez les amis, 2019, Facebook avait lancé en grande pompe ce projet Libra. Vous savez, Facebook, Meta aujourd'hui, c'est ce mastodonte qui englobe Facebook, le réseau social, Instagram et WhatsApp, entre autres. Et donc, en tout, comme ça, c'est la moitié de l'humanité. Et ils se sont dit, pourquoi pas lancer notre propre monnaie aussi. Mais ça, c'était sans compter sur les innombrables défis, notamment dans les procédures et autres pots de banane, j'imagine, qu'ont dû leur tendre les autorités traditionnelles dans ce domaine de la finance, de la monnaie, de la souveraineté monétaire des États, etc. Et donc, ce mode de paiement a été stoppé net, donc parce qu'il s'agissait en fait de proposer un mode de paiement complètement en dehors des circuits bancaires traditionnels. Et donc, Facebook avait donc créé, et ça c'est très bien expliqué dans ce papier, Facebook avait créé une entité indépendante dans l'espoir de contourner les multiples blocages et complications administratives qui se dressaient devant eux, notamment de la part des États et autres institutions qui tenaient plutôt à la souveraineté traditionnelle des monnaies. Et donc cette entité, elle s'appelle Diem et elle a été liquidée. Ils ont fermé et donc voilà, je voulais juste marquer un petit instant pour souligner que c'est un gros chapitre potentiel qui se referme, peut-être qu'il se rouvrira à un moment donné, peut-être qu'il a commencé trop tôt, peut-être qu'il a été lancé un peu avant son heure, mais pour l'instant, Facebook et la monnaie numérique, c'est fini. Alors, nous rentrons maintenant dans le commerce international proprement dit, chers amis, et donc nous allons parler
ZLECAf, Zone de libre-échange continentale africaine. Et là, je vous renvoie à cet excellent papier dans ce magazine des Nations Unies, Afrique Renouveau, qui détaille certains challenges, certains défis qui se posent à la ZLECAf en cette année 2022 qui commence. On est déjà début février, mais bref, on est encore plus ou moins à peu ou prou au début de l'année. Et il y a un bel entretien avec le patron de la ZLECAf, le Sud-Africain Wamkele Mene. Et donc, le titre, les bases sont jetées pour un rapide envol en 2022. Alors, pour rappel, la ZLECAf, c'est ce marché unique interafricain qui a pour objectif de casser, de réduire d'au moins 90% les tarifs douaniers entre États, donc créer un vaste espace de libre-échange qui a été lancé en janvier 2021. Et en ce moment, un des obstacles majeurs qui reste, et ça, tout ça est bien détaillé dans ce papier que je vous recommande, un des obstacles majeurs, c'est la règle, vous savez, la règle d'origine. En 2 mots, la règle d'origine, c'est la nationalité des produits. Pour bien comprendre la règle d'origine, elle est là pour éviter notamment le dumping des produits. Je vous donne un exemple simple. Prenez une chemise fabriquée en Chine. Le gros de la valeur ajoutée est en Chine, la chemise, la qualité, tout le reste, la valeur de la chemise est en Chine, fabriquée en Chine. Conteneur débarque, allez, je cite un pays au hasard, en Ouganda. Et au niveau de l'Ouganda, on change juste les boutons. Les boutons, c'est pour une chemise de $20, les boutons, c'est même pas $1, c'est vraiment une fraction de la valeur. Et ce produit-là pourrait être rebrandé comme Made in Africa, en l'occurrence Made in Uganda. Et bien, pour éviter ce genre de contournement où ce seraient des gros pays producteurs qui viendraient faire leur dumping en Afrique, on essaye de verrouiller un peu tout ça à travers les mécanismes qui s'appellent les règles d'origine. D'accord ? Et donc, et ce n'est pas les produits qui manquent parce qu'on parle d'environ 8000 produits qui sont concernés par la ZLECAf. Donc, c'est une véritable usine à gaz, les amis. Donc la ZLECAf, elle devrait accélérer, comme je disais, l'industrialisation aussi du continent. Alors, ça, c'est un des défis, des obstacles qui se posent parce que si elle est bien faite, elle devrait aboutir à des emplois créés, des infrastructures construites et à un désenclavement effectif des pays africains qui, pour la plupart, vous savez, n'ont pas de route. Il y a une production agricole au fin fond, il n'y a pas des routes pour la ramener au centre de consommation, etc. etc. Mais ce n'est pas toutes les industries qui sont quand même en phase. Il y a quand même des industries qui sont à la traîne et c'est aussi mentionné là. Vous avez, allez, je vous les cite rapidement, vous avez les automobiles, vous avez l'industrie du textile, l'habillement et le sucre. C'est des industries où il y a encore beaucoup de réglages à faire, donc c'est un véritable défi. Alors, venons-en aux enjeux pour 2022. Et ça se reflète dans l'échange avec le patron de la ZLECAf, Wamkele Mene, le Sud-Africain. Donc, il parle de diversification. Comment et pourquoi la diversification? Parce que aujourd'hui, l'attention est trop souvent tournée vers les produits de base, notamment les produits agricoles, les produits de première nécessité, l'agroalimentaire, qui sont importants pour réduire la famine et pour tout ce qu'il y a comme avantage sur le continent africain. Mais il faut aussi maintenant penser aux produits technologiques à forte valeur ajoutée. Pour rappel, les amis, vous savez, les terres rares, ces minerais qui constituent l'essentiel, en fait, le cœur de la 4e révolution industrielle dont il est question, les voitures électriques, les industries du futur, etc. Eh bien, 40 sur 60 parmi ces minerais-là, ils sont produits en Afrique. Et donc, l'Afrique a un rôle à jouer d'ici à 2050. Ce papier nous renseigne davantage que la demande pour ces minerais, pour ces terres rares, aura pratiquement décuplé, c'est-à-dire augmenté d'environ 1000%. Donc, il y a un enjeu, le moment de développer les industries intermédiaires de transformation. Plus une pierre, plus un minerai ne devrait quitter l'Afrique à l'état brut ou avec très peu de transformation. Il faudrait les transformer sur place et ce faisant, créer des emplois, créer des industries. Excellent papier que je vous recommande et je vais peut-être juste rapidement vous égrener les 5 piliers pour 2022 que M. Mene a essayé de détailler et les voilà. Donc,
Premièrement, il y a une création d'une facilité de financement pour soutenir les PME. D'accord? Deuxièmement, il y a le lancement d'un guichet unique, une sorte de passerelle pour gérer tout ce qu'il y a comme information sur les produits. Rappelez-vous, c'est plus de 8000 produits dont nous parlons, donc une véritable usine à gaz. Il faut qu'il y ait un guichet unique. Si on y va encore en ordre dispersé, où chaque pays a sa propre petite base de données qu'il ne communique pas avec d'autres, on va vers la catastrophe, les amis. Troisièmement, une facilité d'ajustement de la ZECA pour compenser les pertes de revenus des droits de douane. Alors, vous savez, si vous êtes africain comme moi, vous savez que la plupart de nos économies, et elles sont vantées même jusqu'à assez récemment, qu'elles dépendent énormément des recettes douanières. Eh bien, ça devient quelque chose du passé. Les économies doivent se réinventer, dépendre des recettes douanières est en train de très vite devenir quelque chose de quelque peu anachronique. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut transformer les industries. Donc, on parlait tout à l'heure des industries de transformation, mais le système reconnaît quand même qu'il faudra compenser les pays pour certaines des pertes engrangées, pas pour les dédommager, entre guillemets, d'avoir perdu les recettes douanières, mais plutôt pour renforcer la chaîne des valeurs. Et donc, en un mot, pour investir dans la transformation. D'accord? On parle d'un quatrième pilier qui sera le système panafricain de paiement et de règlement, donc le fameux PAPS. Pan-African Payment and Settlement System. Il s'agit ici d'harmoniser entre les différentes monnaies africaines. Les amis, l'Afrique, c'est 42 monnaies. D'accord? 42 monnaies. Donc, imaginez qu'il y ait un vendeur, un commerçant qui est à Accra et qui gagne sa vie en cedi ghanéen et qui fait affaire avec un acheteur basé à Cape Town qui lui fonctionne en rand sud-africain. Donc, cet ajustement-là entre les monnaies, en général, ça se passe en convertissant dans une monnaie telle que le dollar américain. Et donc, il y a toujours des pertes au Forex et il est estimé à environ 5 milliards les économies qu'un mécanisme ce fameux PAPS, un mécanisme panafricain de paiement et de règlement, nous apporterait dans cette affaire. Et aussi pour renforcer la compétitivité des PME et les jeunes entrepreneurs qui ne sont pas toujours assez bien outillés, assez bien étoffés pour résister à ces pertes de revenus. Donc, c'est une belle perspective là si elle est mise en œuvre. Et enfin, on parle des zones économiques spéciales comme pilier. Et donc, voilà, vous avez le cinquième pilier. C'est les zones économiques spéciales. Et ici, en fait, l'Afrique, pour rappel, les amis, c'est 237 zones économiques spéciales sur 38 pays. D'accord? Les zones économiques spéciales, très simplement, c'est ces zones commerciales, zones industrielles, ces sanctuaires qui bénéficient d'une fiscalité notamment très allégée et qui ont pour but de booster le commerce extérieur. Okay. Donc voilà un peu ces quelques enjeux et je vous recommande vivement ce papier. Ce qui nous amène à l'Agence nationale de promotion des investissements en RDC, l'ANAPI, qui fêtait ses 20 ans. Donc un gros événement les amis, bravo à la RDC, bravo à l'ANAPI. Je vous rappelle juste que l'objectif de cette agence, c'est la promotion des investissements, la contribution donc à l'épanouissement, assainissement et facilitation du climat des affaires en RDC. D'ailleurs, vous pouvez les visiter sur leur site très bien nommé d'ailleurs, Invest in DRC. Voilà. J'aime bien quand un site web, quand un portail dit exactement ce que l'entreprise fait. Invest in DRC, vous allez dessus, vous allez trouver. Et donc, de quoi il s'occupe, voilà, c'est aide pratique. Et tout est vraiment bien détaillé ici. Donc, vous avez quand même quelques points. Promotion des investissements en RDC. Je parlais de la création d'entreprises. Exonération, information sur les conditions d'admissibilité, zone économique spéciale, fiscalité, impôts et taxes de droit commun, la politique industrielle du pays dans votre secteur d'intérêt, les permis de construire, etc. etc. Donc voilà, très belle illustration de ce pays-continent qui regorge de beaucoup d'opportunités. Allez-y jeter un coup d'œil. Et on parle ici du bilan notamment. 20 ans, c'est 1868 projets agréés au code des investissements. Donc voilà, coup de chapeau. Entamé, donc, et alors,
ce qui se passe, c'est que à partir de ce mois, donc dès la semaine qui s'est écoulée, l'ANAPI a entamé une série d'activités. Il s'agira de colloques, il s'agira d'autres activités qui auront en gros pour but de donner de la visibilité sur leurs challenges à venir. On parle de redynamiser à l'intérieur, donc en province si vous voulez, le bureau de Lubumbashi. On parle d'ouvrir un bureau à Matadi, à Bukavu, mais aussi une représentation à l'international. Donc, beau papier ici aussi, bien décrit et bien articulé par Zoomeko, que je vous recommande. Allez-y jeter un coup d'œil. Le potentiel, RDC parle aussi un peu sur le bilan de l'ANAPI. On nous détaille les 1868 projets, dont enfin, on les catégorise, hein, on ne les détaille pas tous, mais on les catégorise quand même par secteur d'activité. Ça peut intéresser un potentiel investisseur ou carrément les Congolais pour savoir qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui arrive. Mais surtout, j'ai bien aimé parmi les avantages, on parle vraiment donc voilà, intérêt de la nation. On parle allez, qu'est-ce qu'on a ici? On parle du rôle positif que l'ANAPI a joué, notamment sur la loi sur la sous-traitance, sur la loi sur les PPP, donc les fameux partenariats publics-privés, et ainsi que la création du guichet unique de création des entreprises qui existe déjà et qui est effectif depuis quelques années. Mais ici, vraiment, il y a aussi le profond rôle de stabilité sociale que ces investissements ont pour vocation d'importer au pays. Lorsque les investissements arrivent, c'est autant d'emplois créés, c'est autant de jeunes qui vont aller trouver de l'emploi au lieu d'aller vendre leur main-d'œuvre dans ces groupes armés qui, comme vous le savez, endeuillent nos familles, violent nos femmes, violent nos mamans à longueur de journée. Et donc, on ne peut qu'applaudir de telles infrastructures, de tels investissements, de tels projets. Voilà donc pour l'Agence nationale de promotion des investissements. Et nous disons à ANAPI, joyeux anniversaire, 20 ans et bon vent à vous. Voilà. Donc, nous terminons ce numéro, chers amis, sur le lancement des travaux de construction du port en eau profonde de Banana. Voilà un joli titre dans les dépêches de Brazzaville du 2 février. Et donc, qui détaille le lancement de ces travaux. En gros, c'est une infrastructure vitale au désenclavement de la RDC. Pour rappel, les amis, la RDC, c'est 2 345 000 km². C'est un pays continent. Je vous grossirai tout à l'heure une carte. C'est un pays qui a la taille de l'Europe de l'Ouest. Mais seulement 37 km de littoral sur la côte atlantique. Donc, trop peu. Trop excentré d'ailleurs. Vous verrez sur la carte de quoi je parle. Ensuite, donc, après 40 ans, en 40 ans d'existence, donc je peux juste vous lire les grandes lignes, 40 ans après son initiation, le projet de construction du port en eau profonde de Banana, à l'embouchure du fleuve Congo sur l'océan Atlantique, est entré le 31 janvier dans sa phase d'exécution. D'accord? Et donc là, on parle notamment de la gestion confiée à DP World, qui est cette entreprise, ce groupe émirati qui gère à peu près 80 autres infrastructures similaires à travers le monde. Pour un coût global, et là je vous renverrai sur ce brillant papier dans Afrimag, pour un coût global de 1,2 milliard de dollars, décliné en 4 phases. Là, nous en sommes à la première phase, qui est la construction d'un quai de 600 mètres carrés. Les détails sont là dans le papier. 600 mètres carrés de quai, 25 hectares d'espace de stockage, donc tout y est dans le papier. Et donc, pour donner priorité au désenclavement de ce pays continent, comme je vous le disais, et on annonce de la part des autorités de la RDC que ce serait une phase ou une partie visible d'un projet encore plus grand à être dévoilé, c'est-à-dire il y aura au programme construction de ports, construction de routes, d'aéroports. On ne peut que souhaiter le meilleur à ces projets parce qu'il était temps. Voilà. Alors, je vous ai grossi exprès cette carte, chers amis, juste pour comprendre un peu l'enjeu. Quand je vous parlais, je vous répétais les 37 km de littoral. Voilà la RDC, c'est un pays continent, on va dire presque enclavé au cœur de l'Afrique. Et là, vous avez le Congo-Brazzaville, là, vous avez le Gabon, vous avez le Cameroun, etc. Et comme littoral, on n'a que ça. 37 km, je vous jure, vous faites ça en un jogging, une matinée, vous avez fini toute la côte de toute la RDC.
allez, ça peut être considéré comme handicap. Pourquoi aussi, lorsque vous constituez, là, vous avez le petit point rouge, là, c'est la ville de Matadi, dans le port de Matadi. Là, vous avez Kinshasa, d'accord? Et cette première partie dans ce bief du fleuve-là, entre l'océan et la ville de Matadi, il n'est pas navigable. Donc, il y a difficulté que les gros bateaux arrivent jusqu'au plus grand port du pays. Donc, il y avait une nécessité de construire une infrastructure plutôt capable d'accueillir des gros bateaux, des gros conteneurs, de gros chargements juste sur le littoral. Et c'est ça l'enjeu stratégique de ce port, chers amis. Donc, nous regardons ça avec beaucoup d'intérêt. Et je vous invite à aller, bon voilà, le gouvernement fait des déclarations et tout, je vous laisserai aller découvrir ça. Vous savez, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Mais il y a quand même des signes positifs et c'est à nous d'ouvrir l'œil et le bon et de vraiment observer ce qui va se passer là-dessus. Mais attention les amis, j'ai quand même, voilà, il y a un papier dans Deutsche Welle qui a quand même attiré notre attention et c'est, voilà, il est là, il est titré RDC, le port de Banana, un booster pour l'économie congolaise avec point d'interrogation. Donc tout le monde n'est pas aussi dithyrambique sur les promesses du port de Banana, etc. Et pour cause, chers amis, quand vous regardez ce papier, on dit que nombreux problèmes sont soulevés. Premièrement, la communication. J'ai presque envie de dire, comme toujours, la communication. Un port aussi grand, un port en eau profonde aussi grand, c'est des gros bateaux. Mais quelles seront les retombées pour la population? Et pourtant, c'est assez simple à prévoir, à décrire et donc à communiquer. Vous aurez des grands bateaux qui arriveront. Donc, ça aura forcément un gros impact économique. Ça va redynamiser l'espace économique de la région, des chargements, déchargements. Donc, il y aura des emplois pour les jeunes. Il y a toute une chaîne de valeur dans le transport et la logistique qui va se développer. Mais apparemment, très mal communiqué. Donc, j'invite les autorités à insister sur ce point. Deuxièmement, et ça c'est un serpent de mer en Afrique, la corruption, ou plutôt les rumeurs de corruption. D'accord? Et on parle de l'enrichissement personnel. Donc, selon que le projet est ficelé, on parle des risques d'enrichissement personnel plutôt qu'il profite au pays. Et Deutsche Welle n'y va pas par quatre chemins. Il parle carrément de déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul, les amis. Là, pour rappel, en 2018, il y avait un accord similaire qui avait été signé entre les régimes à l'époque, le régime Kabila et la société DP World, etc. Mais les experts en la matière, ou plutôt ceux qui décrivent ce projet, signalent que le projet n'est pas ficelé pour profiter au peuple. Le projet est ficelé pour profiter aux gouvernants. Et si le peuple, c'est juste la variable d'ajustement, c'est juste voilà, le dindon de la farce, alors que c'est lui qui continue à croupir dans la misère et que ces grosses infrastructures viennent juste pour enrichir les dirigeants déjà riches et de manière ridicule, ostentatoire, eh bien, ça commence à bien faire. Donc, on ouvre l'œil et le bon. Et d'ailleurs, certains activistes ne nous ont pas attendus, nous, pour ouvrir l'œil. Donc, ils parlent de ce risque de corruption. Ils parlent aussi de la régularité de passation de marché. J'ai presque, ici encore, envie de dire, comme toujours. Parce que le projet, les amis, a été, et ça, je pense que c'est le papier de Deutsche Welle qui continue ici, contrat négocié sans appel d'offres publiques. C'est toujours la même chose, toujours dans l'urgence, toujours, et après, il y a des problèmes de gouvernance, il y a des problèmes de transparence, il faut qu'on arrête ça à un moment donné. Donc, voilà, par exemple, ici, je vous lis juste, il y a eu jusqu'à présent très peu de communication sur les retombées réelles économiques sur les populations de la ville de Mwanda, donc c'est la ville, voilà, riveraine. Et voilà, je vous parlais de communication, donc il y a la communication, l'opacité dans la signature des contrats, ou donc il faut qu'on regarde ça, Donc prudence les amis, moi je suis très intéressé par ce genre d'infrastructure, je pense que ça contribuera évidemment au désenclavement de l'Afrique, mais attention à ces éléphants blancs. Surtout quand on est congolais, quand on est africain en général, on est déjà échaudé. Je vous signale déjà, et ici on nous rappelle les spectres macabres, cauchemardesques des éléphants blancs, tels que la sidérurgie de Maluku, qui au Congo a oublié. Le barrage Inga, c'est des éléphants blancs, c'est des dépenses faramineuses qui ont été réalisées, des milliards et des milliards qui ont
endetter le pays. Vous savez ce qu'on dit, les dettes d'aujourd'hui sont les impôts de demain. C'est-à-dire que c'est nous, parce que ces dettes-là, elles ont été prises dans les années 70, 80, donc c'est nous qui les payons, nous, en termes d'impôts, et nos enfants qui vont les payer. Donc attention à ça, à ces endettements, à ces gros projets, ces éléphants blancs qui, par la suite, n'arrivent pas vraiment à profiter au peuple, le vrai. Donc prudence, moi je dis, qui vivra verra. Moi je dis, j'attends de voir, mais c'est des signaux très importants, très prometteurs pour l'économie de la RDC, pour le désenclavement et pour le commerce international en RDC. Donc c'était la fin, chers amis, de ce troisième numéro. À bientôt pour d'autres vidéos. On ira dans les détails. Dans la semaine qui va venir, on va essayer. Bon, on va aller dans environ une semaine. On vous reviendra. Donc, en fin de semaine qui commence, on vous reviendra avec ce qui aura fait l'actualité dans la semaine, le temps de potasser un peu les dossiers, le temps de lire les papiers pour vous et de vous emmener une information plus ou moins filtrée pour votre meilleure consommation. Merci beaucoup, chers amis, pour votre attention. Je vous invite à vous abonner, partagez, likez, sharez, allez activer la cloche. Essayons, comme notre credo l'indique si bien, d'éclairer les masses, les informer du progrès, les outiller pour la concurrence. Eh bien, c'est votre humble serviteur, Dr Jean-Paul Mouka. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de votre. Chap chap.